Faut-il vraiment être égocentrique pour être un artiste talentueux? Yo, la troupe s'émotive. Ça fait un peu de temps en effet. J'étais en déplacement avec l'équipe Fragment dans une librairie dans le sud de la France où on était en dédicace. D'ailleurs, je vous mets quelques petites vidéos là, c'était sympathique. On a pu rencontrer des lecteurs, on a pu rencontrer aussi énormément d'artistes en herbe, de BDistes qui avaient des projets plein la tête, qui sont venus montrer leur dossier d'édition à la maison d'édition Kiboun. Donc, très modestement et humblement, on a pu aussi, nous, en tant qu'artistes, donner quelques conseils et tout, c'était sympa. C'est ce genre d'endroit où il y a vraiment une concentration d'artistes et j'aime beaucoup aller dans ce genre d'endroit parce que j'y apprends toujours un peu plus de la psychologie des artistes et ça, je trouve ça assez intéressant et ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que je savais, dont j'avais discuté avec Smog, donc un auteur de Tama, vous le connaissez maintenant, Smog, depuis quelque temps maintenant, mais est-ce qu'il faut vraiment être égocentrique pour être un génie, genre un gros talent artistique? Pour apprendre le dessin, il y a pas besoin, c'est juste une question de compétences, d'apprentissage, de discipline bête et méchante, j'ai envie de dire. Mais pour vraiment être un artiste, c'est-à-dire au-delà de la maîtrise technique, au-delà de la compétence, être quelqu'un qui soit reconnu pour sa sensibilité, sa vision du monde et de l'art. Est-ce qu'il faut être égocentrique pour atteindre ce niveau-là? Bon, juste avant qu'on enchaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous écoutez ce podcast en dessinant, à envoyer un petit peu de force, des likes, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. On fait toujours ces podcasts pour vous accompagner dans vos sessions de créativité, pour, pour le peuple finalement. Et voilà, toujours un peu de force, ça fait plaisir. Également, Tama, bien sûr, on est toujours en campagne Ulule. Vous pouvez toujours précommander notre recueil de bandes dessinées africaines sur Ulule. Il nous reste à peu près 2 semaines pour atteindre l'objectif. Tout soutien, toute précommande, même la version numérique qui est à 10 €, la version physique et les versions un peu plus onéreuses avec tout plein de goodies, tout est sur le site. On vous en remercie déjà. Aussi, j'aimerais bien faire une petite aparté, mais c'est marrant, dans mon avant-dernière vidéo sur les cultures africaines, j'ai eu énormément de racistes en commentaire. Je sais pas pourquoi. Allez voir les commentaires de cette vidéo-là. Je sais pas comment ils sont arrivés sur cette vidéo, mais c'est marrant. Bon, j'y prête pas une grande attention, mais c'est drôle. Bon, j'en ai des fois quelques-uns par-ci par-là, quelques commentaires un peu, mais là, sur mon avant-dernière vidéo, «Est-ce que les cultures africaines sont-elles en train de disparaître?» Il y a beaucoup de trolls. Beaucoup de trolls ou d'enfants ou de racistes ou de voilà. Mais bref, je trouve ça marrant. Revenons sur le sujet qui est: faut-il être égocentrique? Alors, c'est une vision de l'artiste qui, je trouve, est assez démocratisée chez nous en France. Le fait d'être, un artiste qui a sa vision et qui ne n'y dérogera pas et qui va mourir pour son art. Ça, c'est quelque chose qui existe pas mal comme, roman autour des artistes et en réalité qui existe aussi, qui peut être vérifié parmi de grandes figures. Les Jean Giraud, aka Moebius, les Giger, les David Bowie, les Stanley Kubrick, les, même les Tarantino, les Miyazaki, les Takahata ou encore les Victor Hugo et consorts. Tous semblent avoir un sens du goût très propre à eux et qu'ils, limite qu'ils imposent au public, hem, de par leur persévérance, leur ténacité et cetera. Déjà là, je me dis que je comprends un peu mieux pour faire un lien avec un podcast précédent où on parlait des mangaka et de leur côté artisan, le fait qu'ils ne se considèrent pas comme des artistes. Bah, je crois que c'est un peu normal parce que quand tu sais comment sont construits les mangas, genre avec énormément de retours des éditeurs et des lecteurs, où, la fin peut être modifiée, les personnages peuvent être modifiés. Un personnage, s'il est populaire, va prendre de l'importance, s'il l'est moins, va moins prendre de l'importance. C'est là où tu comprends plus pourquoi un Hajime Isayama, qui ici en France, on le considère comme un artiste, un génie absolu, lui ne se considère pas comme un artiste, mais comme un artisan.
parce qu'il sait qu'il a dû faire des choix, il a dû modifier son œuvre, il a dû même construire à la base même son œuvre avec d'autres techniciens et avec le public, les lecteurs. Maintenant, le truc, c'est que comment vraiment l'interpréter? Dans un podcast précédent, pareil, où on parlait de la charge émotionnelle des artistes, je soulevais un point qui disait que si la plupart des artistes débutants que nous sommes, on n'arrive pas réellement à produire autant qu'on a envie de produire pour s'améliorer et pour découvrir ce qu'est réellement notre art, c'est parce que on met beaucoup trop d'émotions, on est beaucoup trop fusionné avec notre art. Ce qui fait que ça nous alourdit, ce qui fait qu'on pratique moins et donc qu'on s'améliore moins. Et je pense qu'on y gagnerait tous à un petit peu plus se détacher. Ça, c'est ce que je disais. Sauf que le problème, si on se détache et qu'on indexe, par exemple, notre progression sur des facteurs extérieurs et notamment sur l'avis d'une multitude de personnes extérieures, là aussi, c'est presque encore plus problématique. Si on juge notre art à la lumière des likes qu'on reçoit sur Instagram, des vues qu'on reçoit, de l'attention qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, c'est encore pire parce que c'est très fluctuant, il y a pas vraiment de consistance, de constance et au final, bah, c'est totalement déconnecté de vous. Donc ce serait encore pire. Donc j'ai plutôt tendance à penser que cet égocentrisme, cet égoïsme, il a du bon dans le sens où suivre ce conseil bateau, mais ce conseil quand même de: «Je veux produire ce que j'ai toujours voulu consommer, je veux faire la bande dessinée que j'ai toujours voulu lire, je veux faire les musiques que j'ai toujours voulu écouter, je veux faire ce film que j'ai toujours voulu regarder étant petit ou que j'aurais bien aimé regarder étant petit». Je trouve que ce repère-là sera toujours plus sain que la comparaison, par exemple, aux autres et surtout aux artistes plus expérimentés que vous, sur les réseaux ou à l'attention qu'on reçoit via aussi les réseaux ou via les ventes et cetera. C'est toujours un critère plus essentiel de se dire: «Est-ce que ce que je produis là se rapproche de plus en plus de ce que moi j'ai envie de faire, oui ou non? Ou de ce que moi j'avais envie de raconter, de ce que moi j'avais envie de représenter, d'incarner, oui ou non?» Et des fois, ça nécessite de faire des choix drastiques. Lors de ma séance dédicace, j'ai fait une petite interview avec la libraire qui était avec nous et qui nous posait la question de si on était fiers ou pas de ce qu'on avait fait dans Fragment. Parce que Fragment, c'est quand même un manga qui remonte il y a maintenant 2 3 ans pour moi. En 2 3 ans, j'ai pris du niveau, on a tous fait en fait des projets. Est-ce qu'on est toujours fiers de ce qu'on avait réalisé dans Fragment? Et la réponse que moi j'avais donnée, c'est que maintenant, oui, je peux le dire, je suis très fier de ce que j'ai fait dans Fragment, de mon histoire, tout simplement parce que je suis allé au bout de ce que je voulais faire. Ceux qui ont lu mon one shot dans Fragment le savent, c'est quelque chose d'assez brouillon où il y a beaucoup, déjà, c'est plusieurs histoires dans une. J'aborde, on va dans plusieurs paysages différents, il y a plusieurs personnages différents, plusieurs intrigues. Il y a à boire, il y a à manger. C'est même un peu confus, même au niveau du style de dessin. On saute d'un style à l'autre. Hem, Même au niveau des dialogues. Les dialogues sont alambiqués d'une manière assez spéciale, les bulles, et cetera. C'est très folklorique, en réalité, mon one shot dans Fragment. Et c'est vrai qu'à la fin, genre à la toute fin, quand je l'ai li quand je venais de le finir, j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit: «Ah, je regarde un peu ce qui se fait à côté, c'est moins propre. C'est vraiment moins propre, c'est moins dirigé, c'est techniquement le dessin, il est un peu plus bancal, heu, enfin, il y a une direction moins claire et c'est moins maîtrisé. Du coup, j'étais un peu dégoûté, j'ai fait: «Bon allez, c'est pas grave, on continuera, on en fera d'autres» et au final, bah, j'ai continué, j'ai fait Tama, j'ai fait d'autres choses et cetera et maintenant ce que je propose est beaucoup plus maîtrisé et techniquement beaucoup plus propre et beaucoup plus, on va dire, ouais, impressionnant visuellement pour les gens. Mais paradoxalement, je crois que j'ai perdu un peu quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast et je vais vous en parler. Je crois que j'ai perdu une petite flamme, un peu quelque chose. Et donc, ce que j'ai répondu à la libraire, c'est que je suis fier d'avoir
été au bout de ma démarche à ce moment-là, avec le niveau que j'avais eu à ce moment-là. C'est-à-dire que Fragment, mon histoire d'un fragment, a été une étape importante de mon développement parce que je suis allé au bout de ce que je voulais faire. Je reprends toujours ce même exemple des dialogues. Mon histoire se passe dans un espèce de Cameroun fictif, donc mes personnages parlent comme des Camerounais. Donc même s'ils parlent français, les tournures de phrases, les expressions, c'est typiquement camerounais. Sur les manières de parler, même des manières d'agencer les phrases, c'est typiquement camerounais. Certains n'ont pas compris, certains ont dit même que bah, que c'était des fautes et tout. Moi, je m'en fous. Genre, si c'est ça la critique, moi, je m'en fous. Hem, quel autre exemple je peux vous donner aussi? Heu, ouais, aussi le fait que pourquoi il y a plusieurs histoires et tout, on comprend pas c'était mieux de faire qu'une seule histoire et tout. J'avais envie de faire plusieurs histoires, voilà. Le fait qu'il enfin, je veux dire, c'est des choix, peut-être que ça aurait été mieux de faire qu'une histoire, mais bon, en fait, ça, c'est un choix. C'est tellement ce que je voulais faire et expérimenter que je m'en fous en vrai. Moi, ça me parle, moi, ça me plaît et c'est ce genre de truc, ça me fait kiffer, bah, je le fais. J'ai toujours voulu voir une bande dessinée faite comme ça, bah, je la fais. Où le style de dessin peut changer d'une histoire à l'autre, où, les personnages, par exemple, ils sont ultra, ultra cartoon. Genre les personnages sont ultra, ultra cartoon, genre j'ai le style de dessin de l'île des défis extrêmes, dans Fragment. Ça me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème. J'ai pas du tout à rougir de ça et au contraire. Et cette réflexion que je viens de faire là, tout ce que je viens de dire là, bah, c'est quelque chose de très égocentré. C'est-à-dire que je ne regarde que moi pour juger ce que j'ai fait. Je ne regarde que moi. Genre, c'est-à-dire que les autres, ils peuvent me faire des critiques, des retours. C'est pas que je vais pas les considérer. En fait, c'est intéressant les retours pour dire: «Ah ouais, tu l'as pris comme ça? Ah ouais, c'est marrant». C'est juste marrant. C'est-à-dire que si moi, les défauts d'un fragment, je les connais. Je les connais. Je sais qu'en termes de dessin, ça aurait pu être mieux. Je sais qu'en termes la fin de la première histoire, j'aurais pu la faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais tout ce que tu vas me dire toi, ah, ça va être marrant. Peut-être que ça va éclairer ma lanterne sur un sujet ou un autre, mais au final, à la fin, je vais regarder que moi. Donc c'est de l'égocentrisme finalement. C'est de l'égocentrisme. Mais suite à ça, du coup, j'ai totalement décidé de changer de mentalité. J'étais dans ma démarche, donc j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, des scénaristes, des écrivains et cetera. Tama, avec mon scénariste Axel que vous connaissez, tout ça. J'ai essayé un petit peu plus de me conformer et de faire, et d'apprendre des choses, d'apprendre des autres plutôt. Et comme je l'ai dit dans des précédents podcasts et tout, ça c'est marrant parce que cette série de podcasts, on dit tout et son contraire, mais comme je le dis, c'est les réflexions d'un dessinateur, voilà. C'est le podcast des réflexions d'un dessinateur. On les enrichit, on les nuance, voilà. Et au final, j'ai énormément progressé dans cette démarche de travailler avec les autres, dans cette démarche d'humilité, de me dire: «Bah, vas-y, finalement, t'es pas vraiment un artiste, t'as pas vraiment quelque chose à raconter, t'es es encore personne. Va apprendre des choses, va au contact» et puis voilà. J'ai énormément appris de ça et c'est pour ça que j'ai fait ces podcasts pour vous recommander cette méthode-là. Prenez un scénariste, faites des commissions, travaillez même sur des projets qui vous emballent pas tellement, divisez la charge émotionnelle et vraiment soyez vraiment dans ce processus de: «Pour le moment, je suis rien, j'ai pas d'avis, j'ai pas de sensibilité, j'ai rien du tout». Au final, cette étape, elle est ultra importante, ultra formatrice et il faut pas se prendre pour un artiste avant de l'être réellement. Et pareil, c'est toujours ce que je dis, mais quand vous reprenez le parcours de tous les artistes qu'on idéalise aujourd'hui, de Miyazaki à Miura, à Moebius, à Takahata, à à tous ceux-là, ils ont tous eu des périodes de plusieurs dizaines d'années où ils étaient les les techniciens, les artisans, les hommes de main, où ils écoutaient ce qu'on leur disait de faire et où ils apprenaient des autres. C'est super, super trop important et c'est je vais encore rester dans cette mentalité pendant, pendant longtemps en tout cas, pendant longtemps. Mais et c'est pour ça que je fais ce podcast, dans le même temps, c'est ça qui est compliqué.
d'équilibrer la chose et d'équilibrer les 2 notions. Mais dans le même temps, il faut savoir cultiver aussi, je dirais, son égoïsme de l'artiste pour reprendre, le truc de Blue Lock. C'est-à-dire, il faut en fait cultiver le fait de ne se juger qu'avec ses propres critères. En tout cas, en priorité, qu'avec ses propres critères. Quand je reprends encore l'exemple de Miyazaki, comme je l'ai dit de maintes et maintes fois dans plusieurs vidéos, il a passé 20 ans dans l'industrie de la Japanimation à être non seulement le technicien de Takahata, mais le larbin de tous les studios de la Japanimation des années 70 où il travaillait sur leur production selon leurs règles et leur contexte. Mais qu'est-ce que faisait Miyazaki? Il allait, on lui donnait un projet, il faisait à sa manière. Sa manière flopait, ça flopait en termes d'audience, en termes de tout ce que vous voulez. On le virait, il allait autre part, il refaisait à sa manière, ça flopait, il allait autre part, il faisait à sa manière. Il a fait ça pendant au moins 20 ans, dingue! Avant de commencer à faire ses propres productions et plus tard faire Nausicaa, Studio Ghibli, succès international. C'est fou comme histoire. Ça veut vraiment dire que et entre-temps, Miyazaki, il a énormément appris. C'est ça où en fait la nuance, elle est à se faire. C'est que Miyazaki, tout son cinéma, il le doit déjà à Takahata. Donc déjà, si il n'avait pas, heu, eu cette humilité-là d'être un petit peu le sous-fifre de Takahata pendant 20 ans, la plupart de son cinéma, bah, il l'aurait pas fait. Avant de se détacher de Takahata, il a été le larbin de Takahata et puis toutes ses idées politiques, tout en fait, toute sa sensibilité artistique, je dirais même qu'il s'est construite dans le rejet de ce qu'était la japanisation des années 70. Elle a pu exister de par le fait qu'il était dans l'industrie, de par le fait qu'il travaillait avec les autres, qu'il tirait de l'expérience des autres. Le problème et ça, c'est que j'ai vu un commentaire dans un de mes derniers podcasts qui disait ça, c'est que les artistes veulent trop travailler tout seuls. Ils veulent trop être tout seuls, tout le temps, tout seuls, tout seuls, tout seuls, dans leur bulle, seuls. Dessinent seuls leur propre histoire seuls, ils se jugent seuls, c'est tout est seul. Et pourquoi? Moi, je pense que c'est une forme de protection. C'est-à-dire ils ont peur de se perdre en travaillant avec les autres, en étant noyés dans une production avec les autres, en s'exposant trop aux autres, mais d'un autre côté, ils veulent recevoir de l'attention. Ça ne matche pas. Finalement, pour être un artiste, faut être très résilient, je dirais. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut être très résilient. Parce que d'un autre côté, les artistes doivent être constamment connectés avec le monde qui les entoure. Pareil, toutes les plus grandes œuvres, les plus grandes statues, les plus grandes fresques, les plus grandes peintures. Au final, si vous regardez bien, c'était juste des commissions. Genre, c'était juste, c'était juste des commandes de clients. Mais dans le même temps, quand tu fais tes commissions, quand tu fais tes commandes, quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu es dans une production, quand tu as un scénariste, tu dois toujours avoir pour boussole ce repère de j'ai envie de produire ce que j'ai toujours voulu consommer. Et finalement, ce repère, c'est un peu comme une ligne, une frontière à ne pas dépasser. Parce que, en fait, le problème de la plupart des critiques, c'est qu'elles tournent votre art vers le succès commercial, bien souvent. Est-ce que le but de votre art, c'est d'obtenir le succès commercial? Si oui, ok. Sinon, si vous avez d'autres objectifs, si vous avez une autre vision, si vous avez autre chose à dire, à faire, bah, la plupart des critiques, en fait, elles vous servent à rien. En réalité, elles vous servent à rien. Soit elles vous servent à rien, soit c'est des choses que vous savez déjà. Genre: «Ouais, là, le style de dessin, nanana». Oui, bah, je sais que je dessine pas bien à ce moment-là, tu vois? Donc ça, en fait, c'est des choses que vous savez déjà. On vous le rappelle, mais vous savez déjà. Après, il peut y avoir des problèmes techniques, purement techniques, des fautes d'orthographe, des problèmes de placement de bulles, et cetera. Des trucs OK, là, oui, tu prends ça, tu changes. Mais sur des critiques, on va dire, plus profondes que ça, bah, en fait, mec, non. C'est pour ça que in fine, plus je fais le podcast là, plus je suis en train de réfléchir, je vais changer ma conclusion, mais je crois vraiment que la stratégie la plus efficace, c'est de ne se regarder que soi. Que soi ou peut-être un autre mec qui vous comprend vraiment, qui comprend vraiment votre délire. Faut regarder cet autre mec-là ou cet autre camarade-là. En tout cas, vous, quoi.
Là, en fait, je pense au parcours de Renaud Lemaire. Vous connaissez tous Renaud Lemaire, mangaka français, boss du manga game français. Il est là depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on l'a pas critiqué? Qu'est-ce qu'on l'a pas critiqué? Mais déjà, on l'a critiqué sur son style de dessin qui était perfectible, ça c'est sûr. Mais plus généralement, on le critiquait même sur son style. On disait que ça faisait trop BD. On disait: «Mais pourquoi il faisait ça? Les Français doivent pas faire du manga, les nanani, les nananas, les cela». Au final, Renaud Lemaire, moi j'ai pu discuter avec lui et tout, c'était super intéressant. Renaud Lemaire, sa seule boussole, c'est: «Est-ce que je prends du plaisir quand je fais mes pages?» Est-ce que quand je fais mes pages de manga, je prends du plaisir moi-même? Si oui, bah, je vais continuer. Parce que si c'est un plaisir, bah, c'est bon, je pourrais le faire. Je pourrais faire tous les jours 14 heures de pur plaisir. En tout cas, de beaucoup de plaisir, parce que c'est jamais du pur plaisir. Mais le truc, c'est que des fois, ça devient plus un plaisir parce qu'on a trop de considérations dans la tête, techniques, de je dois m'améliorer, que je dois faire ci, que je dois faire ça, que ma narration a dit que l'autre il a dit que ceci, que cela, que que machin. Alors que, au final, c'est ça qui fait qu'on ne fait rien. Renaud Lemaire a la meilleure stratégie. Il fait que ce qu'il a envie de faire et au final, ce qui se passe, c'est que vous vous améliorez tout seul. Vous vous améliorez tout seul et vous vous améliorez dans un sens, dans un style de dessin qui est propre à vous. Aujourd'hui, Renaud Lemaire, il dessine super bien, mais il a un style de dessin propre à lui. Il a un style de dessin propre à lui. Parce que aussi vous vous nourrissez, vous lisez des œuvres et cetera, mais ça, on va en parler dans un autre podcast. Le fait de bien se nourrir en tant qu'artiste, parce que c'est super important. Mais moi, je dirais le plus important pour un artiste, c'est de vivre des moments de qualité avec les autres dans la vraie vie, IRL. Arrêter de s'enfermer, de s'isoler, comme un fou. Il faut vivre des moments de qualité et prendre le plus de plaisir possible dans ce qu'on fait. C'est super bateau, c'est un conseil de tantine, c'est un conseil de grand-mère, c'est un conseil bisounours, mais au final, si tu pousses vraiment la réflexion plus loin, plus tu prends du plaisir et plus tu prends du plaisir, plus tu fais, plus tu fais, plus tu progresses. Donc au final, c'est une équation mathématique totalement résolue. Et en plus, vu que tu progresses en faisant ce qui te fait plaisir, tu progresses vers ton propre style à toi. Et du coup, tu deviens vraiment toi. Et du coup, à la fin, généralement, hein, si tu fais ça assez longtemps, bah, les gens, ils vont kiffer. Généralement, à la fin, bah, Miyazaki, on l'a recalé pendant une vingtaine d'années. Il sort Nausicaa, bah, tout le monde le trouve génial. Mais si toi, tu vas chercher ça en premier lieu, c'est mort. Et dans ce monde-là actuel, c'est super compliqué. On a des exigences matérielles, on doit tous payer notre loyer, on, on a les biais, la comparaison, les réseaux sociaux, le tout, le tout, le tout. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est complexe, mais c'est la clé. C'est vraiment la clé. Il faut être résilient, voir son propre plaisir, faire des trucs qui nous font le plus plaisir possible sans jamais penser aux autres. C'est compliqué, hein, mais sans jamais penser aux autres. Sans jamais penser aux autres. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'était un podcast assez décousu, mais plus je parlais du sujet, plus, bah, au final, j'avais d'autres idées qui apparaissaient et une toute autre conclusion. À la base, je c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais au final, je crois que c'est ça, hein. Et mais moi là, je vais essayer d'appliquer ce que je viens de dire là, parce que c'est super important. En tout cas, c'est toujours la communauté qui gagne. Abonnez-vous pour le prochain podcast de réflexion d'un dessinateur. C'était Motive à plus dans le bus. Ciao, n'oubliez pas Tama, premier lien en bio, en précommande. On a besoin de votre soutien, les gars.